Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, transition écologique et RSE au programme comme tous les jours, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Le sommaire aujourd'hui, mon invité c'est Jean Ornin, le directeur général de Citeo qui lance avec sa filiale Adelph un nouveau marquage pour faciliter le tri des emballages ménagers et des papiers graphiques. Les détails dans une minute. Notre débat, il porte sur la traçabilité des matériaux dans le bâtiment. Vous verrez notamment comment Eiffage travaille sur le bois et bientôt l'aluminium et le béton pour changer sa façon de construire. Et puis dans Smart Ideas, on va parler compost avec Jérôme Sandier. Il est ingénieur et maître composteur. Voilà un nouveau métier, ça existe. Il va nous donner quelques conseils simples et pratiques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est 30 minutes et c'est parti. Bonjour Jean Ornin, bienvenue, heureux de vous retrouver dans Smart Impact. Vous êtes donc le directeur général de Citeo. C'est une entreprise qu'on connaît bien, mais quand même, on va la présenter de nouveau. Entreprise à mission, créée par les secteurs de la grande consommation et de la distribution. C'est quoi justement votre mission ? On exerce ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise vend un produit avec un emballage, elle a la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Et donc, elle va payer en fonction du matériau. Donc, il y a le verre, l'acier, l'aluminium, le papier, le carton, les résines plastiques. Et donc, elle va payer une contribution. Et avec cette contribution, on va organiser en France ce qu'on appelle l'éco-conception, la mobilisation du grand public et installer. Et donc, on paye les collectivités locales pour qu'elles installent chez vous, dans la rue, des bacs de tri pour que les emballages et les papiers que vous allez mettre dans le bac de tri puissent ensuite être triés et recyclés. Alors, pour prendre conscience, ça existe depuis combien de temps et combien de milliards ont été investis finalement sur cette base-là ? Ça existe depuis le début des années 90, 1992 exactement, et il y a à peu près 12 milliards d'euros qui ont été investis. Donc, sur l'année 2021, c'est 800 millions d'euros qui vont à l'éco-conception, à la mobilisation des Français, aux campagnes, qu'on fait notamment campagne télé, et puis au paiement des collectivités locales pour développer le recyclage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les emballages ménagers, 70% des emballages ménagers sont recyclés et 60% des papiers. Alors 70% des emballages ménagers, le verre c'est très haut, 85%, le plastique c'est moins haut, c'est 30%. Oui, c'est ça, 57,5% pour les papiers et effectivement, il y a du boulot sur le plastique, on va y revenir. 70% des emballages ménagers, c'était quoi les chiffres à la création de Citeo? Je ne sais pas si vous les avez en tête, mais il y a 30 ans. Ouais, je crois qu'il y avait un peu le verre qui était à l'origine recyclé. Mais sinon, à l'époque, on a oublié effectivement qu'on avait même des décharges à ciel ouvert. On avait beaucoup de choses qu'on a un petit peu oublié tout ça. Et c'est vrai que ça a permis de créer ce geste de tri finalement qu'aujourd'hui on essaye de transformer en réflexe au quotidien. Oui, ce geste de tri, est-ce que la crise sanitaire l'a accéléré ou au contraire un peu freiné ? On a eu un peu peur, parce qu'en fait, on s'est dit, les gens vont plus penser à la planète, au geste de tri et se centrer uniquement sur les aspects sanitaires. Mais on a été rassurés parce qu'en fait, on a fait une étude au sortir du premier confinement qui a montré que finalement, les Français, non seulement étaient toujours aussi conscients des enjeux environnementaux, mais en fait qu'ils en étaient encore plus conscients et que ce sujet de l'emballage, où finalement on voit bien qu'il pose un certain nombre de sujets, et du recyclage et du geste de tri, en conscience environnementale, il a monté. Donc en fait, ça a plutôt progressé. Et après, sur le plan de l'activité, les centres de tri se sont arrêtés très très peu. Et finalement, c'est une activité qui a pu continuer quasiment de façon normale pendant le confinement. Alors en ce moment, on voit tourner une publicité qui est assez symbolique d'une charnière dans l'histoire de l'emballage et du tri en France. Regardez cette pub. Mais papa, c'est pas compliqué. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ici, tout le monde s'accorde à dire que comme tous les papiers, tous les emballages vont dans le bac de tri. Comme tous les papiers, les emballages vont dans le bac de tri. Mais puisque je vous dis que tous les emballages vont dans le bac de tri. Ouais, je te le dis, tous les emballages vont dans le bac de tri. Ah ben voilà, il suffisait de le dire. Trier, c'est donner de l'avance au recyclage. Pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Alors, elle est réussie, mais l'important, c'est la fin. Pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Pourquoi c'était important de passer les 50% pour vous ? Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, sur le plan des plastiques, autant vous allez mettre vos cartons, vos boîtes de conserve, vos canettes dans le bac de tri. Sur le plan des plastiques, on pouvait mettre les bouteilles et les flacons, mais pas le pot de yaourt, pas la barquette, pas le film. Et l'enjeu là, c'est on a besoin de tout recycler. Et du coup,
on demande aux Français de dire mettez maintenant tous les emballages dans le bac de tri, y compris ceux-là. Et on progresse année après année parce qu'il faut derrière qu'il y ait des centres de tri qui trient votre pot de yaourt, qui le différencient du film, qui le différencient d'une barquette. Et du coup, on est dans ce mouvement-là, et qui est quand même la simplification du geste de tri. On dit c'est compliqué. Et du coup, là, la simplicité ultime, c'est de dire, écoutez, vous avez un emballage, mettez-le dans le bac de tri. Et c'est le sens de cette campagne. Et on a passé les 50% de la population française. On va finir, là, dans les 2 années qui viennent, pour passer à 100%, et avoir cette simplicité du geste au quotidien que tout le monde appelle de ses voeux. En seulement 2 ans, on va passer de 50 à 100%? Oui, parce que c'est un programme qui a démarré depuis plusieurs années. Et là, nous, on travaille avec les collectivités territoriales, qui est notre partenaire historique, avec les opérateurs, pour qu'on ait des solutions assez rapides pour pouvoir surtrier ces emballages plastiques et en parallèle travailler sur ce qu'on appelle les filières de recyclage. Parce qu'une fois que ça a été trié, il faut bien que ça aille quelque part pour que ça redevienne matière. Oui, effectivement. Et puis donc, c'est lié, cette nouvelle infoterie que vous lancez avec votre filiale Adelph. Alors là, on est quoi? On est dans l'étiquetage? C'est quoi l'idée? C'est ça, c'est l'étiquetage systématique sur l'emballage de ce qu'on appelle la consigne de tri ou l'indication. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'emballages qui ont déjà cette signalétique. Elle est rendue obligatoire à partir de 2022. Rendue effective nationalement en 2023. Et donc, si vous allez acheter un paquet de céréales, par exemple, vous aurez de façon systématique une information qui vous dira ce que vous devez faire de ce paquet de céréales. 51,5 kilos d'emballage triés par habitant et par an. 89% des Français trient, 51% systématiquement. Ce nouveau marquage, il va évidemment permettre d'améliorer ces chiffres. Vous avez dû attendre la validation des pouvoirs publics. Sur quoi ça a pris du temps? Oui, c'est exact. Il faut. C'est un mouvement national, donc bien évidemment, il faut. C'est un travail assez long parce qu'il faut adapter en plus ce marquage aux différents types d'emballage. Sur du rouge à lèvres, c'est pas pareil que sur la boîte de céréales. Donc ça prend un certain nombre de temps de concertation. Et puis ensuite, bien évidemment, ce sont les pouvoirs publics qui valident tout ça pour nous dire OK, vous pouvez y aller. Donc c'est le cas. 21% des plastiques recyclés aujourd'hui, on a vu le chiffre s'afficher tout à l'heure. Pourquoi on est si bas? Alors, le chiffre exact d'ailleurs, aujourd'hui, c'est 29% sur les emballages ménagers. Okay. Sur les parties emballage ménagers, 29% sont effectivement c'est le ministère de la Transition écologique qui donnait ce chiffre, mais peut-être qui a donné un chiffre peut-être plus général sur l'ensemble des emballages, y compris les emballages industriels. Voilà. Dans notre partie, c'est 29%. Mais c'est pas assez. Je veux dire, ça reste faible. Et c'est vrai qu'il y a 2 raisons. Le premier, c'est que à l'origine, effectivement, on a créé des filières de recyclage sur les bouteilles, les flacons, donc votre eau, votre soda. Et donc, ce sont des systèmes qui tournent bien. Et tout le reste, on a attendu un peu d'avoir la technologie pour recycler, donc votre pot de yaourt, votre film, votre barquette. Et du coup, ces technologies aujourd'hui existent, elles arrivent. Et donc, on peut basculer, on va dire, de l'autre côté pour arriver à créer ces filières de recyclage. Parce qu'il faut bien imaginer quelque chose. L'emballage en plastique que vous allez mettre dans le bac de tri, il faut qu'il soit recyclé. Il faut donc qu'il y ait des gens qui le rachètent, qu'il y ait une technologie de recyclage. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies très innovantes en matière de recyclage par dépolymérisation, dissolution, recyclage chimique, recyclage enzymatique. Donc tout ça évolue. Et du coup, ça nous permet de pouvoir progresser sur le plan du recyclage de nos emballages. On va y revenir sur l'innovation, la R&D. Mais si moi, je mets mes pots de yaourt ou des films plastiques avec le reste des emballages, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vais compliquer le travail du tri. Comment vous faites, en fait? Je me suis souvent posé la question. Si je fais une erreur, moi, en tant que citoyen. Souvent, d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller dans un centre de tri. Et un jour, je vous y inviterai. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le tri, il y a le tri, alors il y a du tri mécanique, du tri balistique et du tri optique. C'est-à-dire que le tri optique peut séparer le polystyrène du PET, le PET du PEHD, etc. Et vous avez maintenant l'intelligence. Oui, c'est de machine et c'est très impressionnant à voir d'ailleurs, parce que finalement, ça sépare à toute vitesse les différentes résines. Et puis maintenant, vous avez l'intelligence artificielle, en plus, qui est en train d'arriver dans un centre de tri. Donc un centre de tri est devenu un objet de technologie
Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, surtout sur les plastiques, de séparer toutes ces résines, puisqu'il y en a plusieurs, de façon à ce qu'on puisse ensuite les recycler. Et on avait moins le problème à l'époque, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de cartons donc, sur lesquels on a trouvé les solutions. Je ne parle pas du verre, qui est historique. Allez, il nous reste une minute justement pour évoquer cet aspect R&D. Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir la recherche et développement de la filière. Ça veut dire qu'il y a les comportements, on l'a bien compris, mais il faut trouver des solutions techniques. C'est obligatoire. Oui, il faut bien évidemment qu'il y ait la collecte, donc le geste de tri, les campagnes, c'est-à-dire que ça devienne un réflexe au quotidien. Ensuite, il faut que, j'ai dit tout à l'heure, il y a des résines qui ne sont pas encore recyclées, effectivement. Donc, on a besoin de cette technologie de recyclage. Donc, c'est important qu'il y ait des acteurs qui investissent dans des usines de recyclage. Donc, il y en a là qui ont fait des annonces, Michelin, enfin des grands acteurs industriels, Total, en disant, écoutez, on peut reprendre du plastique des poubelles, parce qu'en fait, on sait traiter ces sujets-là et refaire ensuite des granules. Et avec les granules, on va le renvoyer, alors soit dans l'emballage, sinon dans le bâtiment ou dans l'automobile. Merci beaucoup, Jean Ornin Bonvent à Citeo. On passe à notre débat, améliorer la traçabilité des produits et des matériaux. C'est tout de suite. Le thème de notre débat, c'est donc les enjeux autour de la traçabilité des produits, des matériaux. J'accueille Valérie David, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venue dans l'émission il y a quelques mois, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage. À vos côtés, Robin Cornelius, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Product DNA. C'est quoi Product DNA ? Product DNA, en bon français, c'est l'ADN du produit. Ben oui. C'est une entreprise qui a une vocation, c'est de tracer les produits, les processus, tout ce qui est autour d'un produit. Ça peut même être autour d'un service. Et à partir de là, après avoir tracé tous les processus, pouvoir entreprendre une démarche de transparence vis-à-vis du consommateur. Donc c'est dire d'où vient, par exemple, un matériau. On va prendre l'exemple du bois parce que c'est vraiment sur ce premier matériau que vous avez décidé de travailler ensemble. Valérie David, pourquoi cette démarche ? Pourquoi vous avez dit on a besoin de tracer finalement ? Thomas, comme vous le savez, plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, dans les travaux publics, sont liées aux matériaux entrants et aux procédés entrants. Donc, si vous ne savez pas comment ils ont été produits, d'où ils viennent, comment ils ont été transformés, comment ils sont arrivés sur votre chantier, eh bien finalement, le matériau n'est qu'une promesse qu'il ne tient peut-être pas. Donc, si vous prenez du bois qui vient de Biélorussie, qui a été transformé en Autriche et qui est arrivé sur votre chantier en camion, il n'est pas forcément bas carbone. Par contre, s'il vient d'Auvergne-Rhône-Alpes et que vous savez de quelle scierie il provient, est-ce que la forêt de provenance était gérée durablement, est-ce que le transformateur respecte les règles sociales et environnementales, eh bien la promesse commence à devenir réalité et votre client vous remercie de cette transparence. Est-ce que vous avez modélisé, ou en tout cas quels sont vos espoirs en matière d'impact, d'amélioration de votre impact carbone justement ? Eh bien, l'amélioration de l'impact carbone est directement liée à la proximité. Je vais vous donner un exemple. La tour Hyperion à Bordeaux, eh bien, la totalité du bois de la tour Hyperion à Bordeaux, qui est la plus haute tour de bois en France, de France, vient d'Aquitaine. C'était une des demandes du client. Mais pour pouvoir garantir cette provenance, il faut passer par Product DNA. C'est ce que nous avons fait. On va prendre cet exemple de la tour Hyperion. Comment vous avez travaillé ? On a d'abord été demandé la traçabilité complète du groupe Eiffage. Donc, réunir les informations. On remonte de tous les fournisseurs, agents, sous-traitants, même on peut aller jusqu'à la scierie, puisque la demande du maître d'œuvre, donc d'Eiffage, était que le propriétaire, région Aquitaine, voulait exclusivement du bois. Ça paraît simple de dire le bois doit venir de là. Mais oui, ça semble simple. On se dit c'est juste du bon sens. Ah, mais le bon sens, comme disait Valérie, là, le bois de construction, je ne parle pas d'un arbre, il n'est pas vertueux par nature. Il est vertueux si on arrive, comment il a été transformé, sous quelles conditions sociales, est-ce qu'il a fait 3 fois le tour de la Terre, quel est son bilan CO2. Donc l'œil ne voit que la surface des choses. La traçabilité permet de creuser un peu plus. Voilà un peu notre mission. D'accord. Et donc là, est-ce que c'était plus facile parce que, alors c'est vraiment une question de béotien, vous allez peut-être me dire, il raconte n'importe quoi, mais est-ce que c'était plus facile parce qu'il y a la forêt des Landes à côté et que donc vous avez pu vous fournir à cet endroit-là ?
Non. Non. Non, en fait, non. On se base sur des faits qu'il faut vérifier. On parle de greenwashing, etc. Mais avec des faits vérifiés, notamment, comme on en parlait, la blockchain, vous savez, c'est un peu barbare, mais la blockchain, on saisit, on grave les informations comme chez un notaire. Ce fournisseur a dit qu'il a livré là, et puis en fait, ça se révèle pas vrai, parce que c'est gravé. Quand on change quelque chose chez un notaire, c'est aussi marqué. Donc, avec des handshakes, on en parlait, c'est un peu technique, mais oui, mais en fait, ça ce qui est permet important, c'est l'usage qu'on fait de la blockchain. Ça permet de suivre un produit, en fait, de garantir d'où il vient et où il est allé, et que la chaîne de responsabilité passe d'un sous-traitant ou d'un acteur de logistique à l'autre. C'est ça l'idée. Mais beaucoup plus. La blockchain, c'est faire acte de responsabilité. Et les acteurs sont valorisés parce qu'ils apparaissent dans la blockchain. Ils ne sont pas juste un sous-traitant. Et puis la blockchain permet de gagner du temps énormément parce qu'avec les informations notées, le contrôle se facilite et on arrive à une meilleure productivité parce qu'à la fin, il faut tenir des budgets. La traçabilité, comme l'écologie, on en parlait hier avec des amis, c'est pas plus coûteux. C'est juste de prendre l'information qui existe et la mettre en scène, enfin la mettre justement pas en scène, sur une chaîne et la démontrer. C'est simple. Et faire en sorte que l'information soit inviolable. On est des architectes en fait, on recueille. C'est en ça que la blockchain intervient aussi. Il y a un autre exemple, Valérie David, c'est le lycée Vaugelas, on est près de Chambéry, on est en Savoie. Oui, c'est la première opération qu'on a faite avec Product DNA. C'est l'extension de l'internat du lycée Vaugelas en bois issu exclusivement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, le maître d'ouvrage public était soucieux de pouvoir soutenir sa propre filière. Au-delà du fait qu'on s'assure que les essences viennent des forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi tout l'écosystème local qui travaille, les gens qui coupent, les gens qui transforment, les gens qui transportent. Et donc, il était un petit peu normal que le maître d'ouvrage public veuille que cette opération, pour les élèves, eh bien, bénéficie aussi à l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Quelque part, Thomas, on préfigure aussi une réindustrialisation de notre pays, voire de l'Europe. La traçabilité, elle s'applique aussi chez nous au béton, à l'acier. Quand vous dites je travaille avec un acier qui vient exclusivement d'Europe, c'est quand même un peu plus rassurant qu'un acier qui vient de très loin, de Chine, de Turquie, dans des conditions sociales et environnementales que vous ne connaissez pas. Donc cette traçabilité, nous, de notre point de vue, pour que la construction soit vraiment durable, elle doit s'appliquer aux matériaux très carbonés, comme aux matériaux bas carbone tels que le bois. Mais ça veut dire que pour l'instant, vous travaillez avec Product DNA sur le bois ou sur d'autres matériaux déjà? Sur d'autres matériaux. Le bois, c'était il y a des siècles, c'était il y a 4 ans. Sur le bois, sur des matériaux carbonés, le béton, l'acier, la pierre, la paille, l'aluminium. Beaucoup plus complexe, mais on y arrive. Pourquoi c'est plus compliqué, l'aluminium? Parce qu'il y a plusieurs éléments énergétiques pour produire de l'aluminium, le bauxite, l'électricité notamment. Et d'où vient l'électricité? Par exemple, c'est l'électricité solaire, au fil de l'eau, etc. Mais tout est complexe, mais simple. Il suffit de travailler la granularité et de rentrer l'information. Mais par rapport à Eiffage, donc, je prétends, on m'a demandé, vous avez beaucoup de concurrents qui... Concurrents, j'aime pas le mot concurrent, de partenaires dans le travail. On n'a pas. Parce que la démarche, elle est holistique, elle est complète. On veut prendre le secteur primaire, matériaux premiers, le secondaire, la transformation, et le tertiaire, le produit fini, là, en l'occurrence, c'est de fournir le bois et le produit. Et faire travailler les secteurs, le consommateur, il ne faut pas le prendre pour un crétin. Il y a tellement d'éléments il y a une énorme demande. Le consommateur contraste la cosmétique, des produits cosmétiques, etc. C'est très bien. En l'occurrence, Guerlain, aussi pionnier comme Eiffage, c'est une démarche. Il faut y aller. Donc c'est un autre de vos clients. Il ne faut pas rater le train. Guerlain, c'est un autre de vos clients. Oui, mais dans un autre domaine, dans la cosmétique. Et puis, mais soyons transparents. Le consommateur informé a aussi un devoir. Quand il est informé, ah mais je savais pas. C'est fini ça. Il faut se responsabiliser. Parce qu'à la fin des fins, on n'a qu'une petite planète. Et puis si on maîtrise, grâce à la traçabilité, on accompagne les entreprises, comment un produit est fait, comment il est consommé, il ne faut pas négliger, comment il est recyclé, ça c'est demain matin. Quand il est recyclable. Quand il est recyclable. On en parlait juste avant, voilà. sur les emballages, avec Jean Ornin. Voilà. Et le recyclage. Mais ça fait combien d'années que vous faites ça? 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait moins d'entreprises pour être dans cette démarche, non? Vous aviez du mal à les convaincre? Prétentieux, il n'y avait pas. Enfin, de ma connaissance, je l'aurais su.
Non, mais de clients. Je parle des clients. Qui cherchaient la traçabilité, qui voulaient faire cette démonstration-là auprès de... Ah oui, non, il n'y avait pas, parce qu'en fait, je l'avais fait pour une compagnie que j'ai fondée en 80, de textile. Ouais. T-shirt, sweatshirt, en Suisse, donc, t-shirt, sweatshirt, là. Et je faisais moi-même tous les achats, jeune entrepreneur, là. Je me suis dit, mais on achète, on peut acheter différemment, il y a des enfants, est-ce que les salaires sont bons, est-ce qu'il y a des enfants, il faut construire les écoles. C'était même pas la question de ne pas faire travailler les enfants, c'est de scolariser ceux qu'on voit dans la rue. Ça va quand même plus loin. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions sociales, environnementales, est-ce qu'il y a de la chimie, etc. Ouais. Donc, en faisant tout cela, en vendant la compagnie en 2010, je me suis dit, tiens, on a fait ça. C'était un peu pour soi-même, une manière de pouvoir communiquer à son client. Puis, on a monté Product DNA et on a un petit peu attendu des bons Suisses à Lausanne. Puis, il y a des gens qui nous contactent, FH notamment, qui on aimerait une solution. Il paraît que vous êtes... oui, on confirme. Et puis, voilà. Et maintenant, ce qui est magnifique, c'est que toute entreprise, on veut aider tout le monde. Mais, et c'est souvent des groupes qui ont plus de temps ou de moyens qui ont la réflexion. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a Valérie. Non, c'est pas pour faire de la propagande. Non, alors justement, je reprends la main. Valérie David, moi, ce qui m'intéresse aussi dans la démarche, c'est qu'on est quand même dans un secteur, le bâtiment, et notamment pour citer FH dans une entreprise, qui est en train de complètement réinventer sa façon de travailler, quoi. Vous allez construire différemment. Vous êtes en train de construire différemment. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Écoutez, je suis contente que vous utilisiez le terme différemment, parce que la construction durable, c'est pas une différence de degré. C'est pas émettre un petit peu moins. C'est pas de l'amélioration continue. C'est construire totalement autrement. Si on veut vraiment réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, il faut être très clair. Il va falloir des matériaux locaux, des fournisseurs qu'on connaît, avec lesquels on peut coopérer, qui vont nous proposer des innovations bas carbone, des innovations qui ont moins de pression sur la biodiversité, moins de pression sur les ressources en eau, moins de pression sur les ressources minérales. Tout ça, ça s'organise. La bonne nouvelle, Thomas, c'est qu'on sait le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que les changements sont toujours trop lents. Donc voilà, on sait où on veut aller, maintenant il faut accélérer. Et moi j'ai un vœu, pourquoi la commande publique, quand finalement un projet est payé avec les impôts des Français, pourquoi la commande publique n'exigerait-elle pas cette traçabilité ? Pourquoi est-ce que, à l'instar de ce qu'a fait la région Rhône-Alpes, Auvergne ou la région Aquitaine, quand on construit un lycée ou qu'on construit des logements sociaux, on ne dirait pas, voilà, si c'est du bois, eh bien on veut connaître la provenance. Et si on n'a pas la ressource bois en France, parce qu'il faut être honnête, il n'y a que 30% de résineux dans la forêt française contre 70% de feuillus, on n'a pas non plus une forêt qui est toujours adaptée à la construction durable, mais si ça vient d'Autriche ou si ça vient d'Allemagne ou si ça vient de plus loin, eh bien il faut le dire. Et c'est déjà un premier pas vers la restauration de la confiance avec le client et vers une exigence accrue de la part des clients publics et privés. Merci beaucoup, le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On parle... J'ai une bonne nouvelle pour Valérie. Oui, mais alors, c'est ce qui fait en Suisse, on a plusieurs collectivités publiques, on a monté un module de traçabilité, et celui qui gagne une soumission, s'il a gagné... Donc un appel d'offres. Un appel d'offres, excusez-moi. Sans avoir rempli ce formulaire, c'est que ce formulaire donne des points pour avoir une meilleure note. Et c'est généralement parce qu'il aura rempli ce devoir de transparence. Donc ça peut exister, que les pouvoirs publics au niveau national et pas seulement local s'en emparent. J'imagine que ça va arriver. Allez, on parle compost maintenant. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et pour ce Smart Ideas, je vous présente mon invité Jérôme Sandier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chargé de projet chez DM Compost. C'est quoi DM Compost ? Alors, DM Compost, c'est une TPE de 10 personnes qui a été créée en 2013 autour du déchet alimentaire. D'accord. Donc on est dans l'économie sociale et solidaire, on a l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, nous sommes également entreprise d'insertion. Et nous animons donc toute notre activité autour de la gestion du déchet alimentaire en milieu urbain, sur la phase amont, le gaspillage alimentaire, comment lutter contre, le tri des déchets sur place, et ensuite la valorisation, qu'est-ce qu'on en fait le plus localement possible, à l'échelle ultra-locale, qu'on peut le faire au pied d'un immeuble, au sein d'une école, dans le jardin d'un restaurant, ou à une échelle un petit peu plus grande, plutôt territoriale, sur 5 à 10 km, pour les établissements qui ne pourraient pas faire localement pour X raisons. L'idée, c'est de garder le déchet le plus proche possible de là où il a été produit et de redistribuer le compost au service espace vert,
aux habitants. Là aussi, le plus proche possible. Le plus proche possible. Voilà, on ne va pas faire traverser la France ou l'Europe, ce serait pas très cohérent. Alors, j'ai découvert votre métier, vous êtes maître composteur. Tout à fait. J'adore. C'est un très beau métier. Alors, ça consiste en quoi? Alors, c'est un métier relativement récent, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. C'est un travail entre le réseau Compost Citoyen, qui regroupe des structures au niveau national, donc collectivités, entreprises, associations et bénévoles, qui a structuré le domaine du compostage de proximité. En collaboration avec l'ADEME, ils ont créé tout un système de formation, référent de site, guide composteur, maître composteur, pour accompagner justement le développement de ces pratiques de compostage de proximité sur le territoire national. Et donc on accompagne que ce soit les citoyens ou les collectivités pour la mise en place de solutions pérennes et locales pour la gestion du déchet alimentaire. Alors qui sont les clients de DM Compost? Plutôt des collectivités locales? Majoritairement des collectivités. Également un petit peu d'entreprises, de plus en plus dans les services RSE, qui souhaitent former leur personnel sur des démarches soit à titre individuel, soit au sein de l'entreprise, parce qu'il y a des restaurants d'entreprise qui produisent des déchets, forcément, et pour certains, ils se disent, plutôt que de les emmener à 10, 20, 100 km pour faire de la méthanisation, pourquoi pas essayer de faire du relativement local, voilà, avec un sens pour éduquer aussi leurs salariés à ce qu'est cette ressource pour demain. Mais alors ça passe par quoi? Ça passe par des containers, c'est quoi les outils finalement du compost que vous proposez? Quand on fait de la proximité, le premier outil c'est l'humain. Très clairement. On a un vrai travail en amont sur la pédagogie, sur le tri, sur le sens de ce qu'on fait. Quand on fait du local, je vais prendre un exemple d'un restaurant d'entreprise d'une centaine ou 200 couverts qui voudrait faire localement, ce sera la mise en place de tables de tri, une formation pour les salariés qui mangent dans l'établissement, pour l'équipe de cuisine, pour l'équipe d'entretien. Et puis après, on descend les déchets qui seraient triés dans des tables de tri vers des composteurs disposés dans le jardin, dans l'espace vert du restaurant. C'est quoi un composteur? C'est un cube en bois En fonction des quantités. Je connais, mais ça peut être beaucoup plus gros. Ça peut être beaucoup plus gros. On peut faire plusieurs mètres cubes pour les plus gros sur des pavillons de compostage complètement. Donc on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 tonnes de déchets alimentaires traités sur place. Ça demande un peu de moyens humains. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est le point d'entrée, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'humain. Et dans le cas où on ne peut pas faire sur place, on met en place un système de collecte. Alors, chez DM Compost, c'est un échange de poubelles où on propose une poubelle propre et vide, et en échange, on récupère une poubelle pleine des déchets alimentaires triés par le client, qu'on emmène sur notre plateforme de Valenton, qui permet de gérer entre 400 et 500 tonnes de déchets alimentaires par an. Le compost, il devient quoi après? Il peut être redistribué, par exemple, là, si on prend l'exemple d'une entreprise, elle peut le proposer à ses salariés? Ça fait partie des services L'aspect juridique n'est pas si simple que ça au niveau du compostage. On est sur des déchets alimentaires avec des sous-produits animaux. Il faut être un peu vigilant avec cela. Quand c'est dans du cadre local, donc au sein de l'entreprise, on peut le redistribuer à ceux qui participent. Donc les salariés qui mangent dans l'établissement peuvent en récupérer. En revanche, on ne peut pas le donner à l'extérieur. Pour des questions de traçabilité sanitaire. En revanche, quand nous, on fait de la collecte et qu'on retraite en compost, il est normé, hygiénisé, et après on peut le redonner ou le revendre à qui on veut sur le territoire national. Vous venez de remporter le prix de l'inspiration, prix régional en économie sociale et solidaire de la Fondation Crédit Coopératif, bravo. Merci. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, un accélérateur? C'est un accélérateur. Alors, le Crédit Coopératif est un de nos partenaires historiques, qui nous suit depuis le début de la création de DM Compost, et qui a régulièrement été présent pour des prêts, pour des accompagnements, pour des conseils, pour le développement de l'activité. Donc oui, c'est une reconnaissance du sens de ce qu'on apporte. Et c'est intéressant pour nous, c'est que ça nous permet de nous développer, parce qu'on n'a pas une position de start-up. Personnellement, au niveau de la société, on n'a pas une vocation à développer économiquement très rapidement notre domaine, mais plutôt à grandir doucement, un peu la slow start-up. Et ben voilà, avec sérénité. On va laisser là-dessus. Merci beaucoup, merci Jérôme Sandier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Joséphine Dacoury, Louison Guégadin, Saïd Mamou et Elisa Bernardo à la réalisation. Salut.